Alors aujourd'hui, un format vidéo assez différent de ce que j'ai fait jusqu'ici, parce que jusqu'ici, il était soit question de vidéos de forge, soit question de vidéos de lancer, soit question de vidéos tuto. Et donc là, ça va être assez différent, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment je passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la forge au lancer. Donc vous allez voir comment j'aborde mes entraînements. J'ai plusieurs types d'entraînements. Je ne m'entraîne pas de la même façon si j'essaye de faire de la vitesse ou de la précision ou des combinaisons des deux mains ou de lancer de plus ou moins loin ou de faire des enchaînements, de passer d'une distance à une autre distance. Donc tout ça a un fonctionnement, vous allez voir comment je m'entraîne, vous allez aussi voir comment j'aborde la forge, puisqu'évidemment c'est intimement lié au fait que je lance. Donc vous allez voir les projets qui m'intéressent, mes réflexions sur les couteaux et les haches de lancer, la façon dont je les conçois, dont je les vois. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui il va être question de deux choses, donc de lancer et puis de batarang, prototype de batarang et test de prototype. Mais pour débuter, petit entraînement calme, détendu, parce qu'en ce moment, j'ai pas la monstre frite, donc je fais des entraînements extrêmement calmes, en sensation. Et donc, vous allez voir ça, c'est parti. Alors il faut savoir que moi je m'entraîne avec beaucoup de couteaux, c'est toujours entre 8 et 12 couteaux que j'ai. L'idéal c'est 10, c'est juste au milieu. 10 couteaux c'est nickel, ça me permet vraiment de ressentir, d'avoir une continuité dans le geste, dans le ressenti, de le corriger, de le modifier, parce que si vous avez que 3-4 couteaux, au bout de 3 ou 4, faut recommencer et vous avez peut-être pas pu sentir précisément où était votre erreur, donc vous allez la refaire dès votre premier lancer de la série suivante. Avec 8 ou 10, il y a une vraie continuité. Alors évidemment, si vous avez des couteaux qui pèsent 300, 400, 500 grammes, je pense notamment au Sphinx de Pierre Cazula, il est évident que vous n'allez pas avoir 10 ou 12 couteaux, parce que là, vous avez 6 kilos sur vous, c'est pas possible. Voilà. En fait, en ce moment, vraiment, ce que je fais, c'est que je lance uniquement avec le bras. C'est-à-dire que je cherche à avoir ce que moi je qualifie de mouvement strict. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que mon bras. Enfin, il y a d'autres mouvements à des endroits, mais c'est vraiment très faible, quoi. C'est vraiment tout dans le bras. Et ça permet beaucoup de choses. Déjà, ça permet de mieux ressentir. Ça permet de supprimer les variables, donc d'avoir un geste plus pur. C'est pour ça que je dis qu'il est plus strict. Et ça permet aussi, entre autres, d'augmenter la cadence lorsqu'on veut aller vite. Parce qu'évidemment, si on se penche moins en avant et qu'on va chercher moins loin derrière quand on arme, et bien évidemment, pour reprendre une lame, ça va plus vite, parce que lorsqu'on est loin devant, il faut le temps de revenir à son point neutre, et puis en plus, il faut le temps après d'aller chercher loin derrière. Donc c'est de la distance à parcourir en plus, qui fait, entre guillemets, perdre du temps. Alors je suis bien conscient que si on a des couteaux, une fois de plus, de compétition classique qui font 300 grammes, 400 grammes, on est obligé de se pencher, enfin je pense. Moi je travaille très peu avec ces couteaux, donc je peux pas vraiment avoir un avis, avoir des certitudes là-dessus, mais ça me paraît logique qu'avec des couteaux lourds, on est obligé de se pencher un peu. Et c'est donc l'un des avantages, une fois de plus, de mes petites lames, c'est que je peux en avoir beaucoup, je peux mettre beaucoup de cadence. En fait, je peux faire beaucoup de choses avec. Alors, autre point intéressant, puisqu'on parle de sensations, c'est le rapport à la distance. Moi, lorsque je lance à un tour, donc avec ces lames, ce sont des petites lames, on est un peu moins de 3 mètres pour un tour, on est entre 2,50 m et 3 mètres, mais je prends jamais la peine de mesurer exactement la distance où je suis, justement parce que on peut se concentrer aussi sur le ressenti de la distance. Et moi, à un tour, je ne regarde jamais je mets pas de marque au sol, parce que la distance, je la ressens. Je sais que j'avais eu quelques commentaires là-dessus sur une vidéo, sur ma vidéo de lancer de beaux shurikens, où je passais d'une distance à l'autre en me déplaçant assez vite et en sautant. Et certains étaient un petit peu étonnés de la façon dont je trouvais ma distance. Mais en fait, si on prend le temps de sentir la distance à chaque fois qu'on lance, donc une distance d'un tour, c'est une distance qu'on pratique énormément. Si on prend le temps de la sentir, eh bien il est clair, essayez si vous faites du lancer, que si vous vous rapprochez ne serait-ce que de 15 cm, eh bien vous voyez qu'il y a une vraie différence au ressenti. Vous voyez que vous n'êtes pas à la même place. Et si vous prenez la peine, à chaque fois que vous lancez, de prendre conscience tout simplement de la distance, de la sentir,
au bout d'un moment, vous allez l'imprimer, cette sensation. Et lorsque vous allez être un pied plus près, c'est-à-dire 15 cm plus près, ben vous allez le sentir. Et donc moi, ça fait longtemps que j'ai appréhendé ma distance pour un tour. Et donc, je regarde plus la marque au sol. Et je dirais même plus que souvent, ce que je m'amuse à faire, lorsque je vais chercher mes couteaux qui sont sur la cible, je reviens et je vais un peu trop loin, volontairement. Comme ça, quand je me retourne, je suis trop loin, donc j'ai un déplacement à faire. Et ça m'entraîne à faire le bon déplacement pour trouver immédiatement ma distance. Si par exemple, spontanément, là, je veux lancer un couteau sur quelque chose qui correspond à cette cible, je sais que je dois me déplacer. Et donc, j'ai pas besoin de regarder au sol où est-ce que je dois être monté sur une marque. Je connais ma distance, je sais que là je suis bon, je sais que là je suis pas bon. Là je suis bon, là je suis trop près, donc je dois reculer. Et c'est un travail en soi, le travail de distance. Je pense qu'il est pour moi plus naturel et il m'est venu comme une évidence parce que je viens des arts martiaux. Mais si on réfléchit, c'est comme ça dans tous les sports, hein. Le mec au basket qui tire un panier, il a appris à se déplacer par rapport au panier et à évaluer sa distance. Et d'ailleurs, dans des sports comme le basket, les mecs sont quand même hyper précis dans l'évaluation qu'ils ont de la distance. Et donc c'est quelque chose qu'on peut parfaitement faire, même d'assez loin, hein. Donc comme vous le voyez, toujours chez moi le travail de la deuxième main, de la main gauche, puisque moi je suis droitier. Ça permet en plus de varier en fait, déjà quand on se met à faire des combinaisons, évidemment de varier parce qu'on peut faire des combinaisons des deux mains. Et puis ça permet aussi de varier tout simplement l'entraînement. Parce qu'il est clair que toujours faire la même chose, vous allez forcément avoir une lassitude. C'est obligatoire. Et donc travailler des deux mains, en plus travailler à différentes distances, permet d'aérer beaucoup l'entraînement. Et puis il y a vraiment un plaisir particulier à lancer de la main droite, changer ses appuis et lancer de la main gauche. Je trouve ça très agréable. Alors moi la main gauche, j'ai pendant longtemps eu un gros retard, même si je la travaillais, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer vraiment enfin pas à récupérer mais à obtenir de l'agilité avec la main gauche. En plus lorsque j'ai commencé à bien planter des couteaux de la main gauche, ma distance de rotation pour la main gauche n'était pas la même que pour la main droite. Et ça venait du fait, si vous êtes déjà lanceur, vous savez que votre mouvement avec le temps il mûrit, puis il finit par se stabiliser. Et donc en fait ma main gauche était en train de mûrir et du coup c'était un peu pénible, j'avais pas la même distance, ça m'a pris un moment pour avoir la même distance. Et ça fait pas si longtemps que ça que vraiment mes deux mouvements commencent à être similaires en vitesse. Parce qu'avant ma main gauche, je plantais bien, il n'y avait pas de problème, il y a encore peu de temps, il y a encore quelques semaines. Mais lorsque mon bras était en haut, il me fallait un espèce de petit temps d'arrêt pour sentir un peu la lame et la lancer. On le voit des fois chez certains lanceurs, hein, il y a notamment en no-spin, hein, ils prennent, ils sentent un peu et ils lancent, histoire de ressentir un peu le poids. Moi j'avais ça, alors que je fais du conventionnel, sur la main gauche. Et du coup quand je vais lancer des deux mains, ça faisait pas la même cadence, quoi. Et là vraiment, depuis quelques semaines, ça c'est fini. Alors je suis toujours un peu gauche avec ma main gauche. J'ai toujours tendance, c'est le défaut de tout le monde, hein, mais à aller un peu vers l'intérieur. Parce qu'en fait c'est assez naturel par rapport à l'articulation, hein. Lorsqu'on a la lame en haut, elle est vachement sur l'extérieur. Et quand on ramène le bras devant, il a toujours envie d'aller à l'intérieur. C'est un défaut que j'ai encore à corriger sur ma main gauche. Je suis évidemment moins précis que sur la main droite. Mais j'ai vraiment beaucoup avancé dessus. Et c'est vrai que quand on passe des années à ne lancer que d'une main, ce qui était mon cas dans mes jeunes années, après, quand on veut rattraper le retard, il y a du boulot.
Voilà, fin d'entraînement. C'est pas évident de faire beaucoup d'images pour le montage parce qu'en fait c'est très répétitif ce que je fais. En tout cas maintenant on va passer à autre chose, on va passer à l'atelier et on va sortir les meuleuses. Donc de retour dans la forge, dans l'atelier, et là il va être question de batarang. Il va être question de, pas de n'importe quel batarang, d'un batarang pour moi emblématique et extrêmement singulier. C'est le batarang de Batman Beyond, Batman la relève en français. Donc batarang extrêmement singulier avec un look assez incroyable moi je trouve. Mais alors des batarangs j'en ai déjà fait en fait, j'en ai déjà testé, mais des beaucoup plus classiques. J'ai fait ça il y a quelques jours, hein, quelques semaines à peine. Mais celui-là me pose beaucoup de questions en fait, parce que donc je me mélange là, mais donc tout ça pour vous dire qu'il va y avoir du batarang hein, sur cette chaîne. Il y en a que j'ai testé qui sont totalement viables, ça fonctionne très bien, et donc je vais en faire des séries. Mais donc maintenant j'arrive sur ce batarang qui... J'ai toujours rêvé de faire ce batarang et de l'essayer, mais ça pose beaucoup de questions dues à la forme. Je me demande quelles sont vraiment les caractéristiques. Ça fait un peu penser, si on réfléchit, à une hache, hein, une hache double, si on allongeait ici la pointe. Ça fait aussi penser quelque part à un chakram. Le chakram, c'est cette arme indienne ou indonésienne, je ne sais plus, de lancer. C'est un cercle en métal dont les bords sont affûtés. Donc un cercle, hein, pas un rond, hein, donc le milieu est vide. Hein. Et Adam Cheladine en a lancé à une période pas mal sur sa chaîne, il a fait quelques vidéos avec. C'est assez particulier à voir, mais je trouve ça intéressant. Donc ça peut aussi faire penser à un chakram, parce que le cercle est presque fermé. Et puis je me pose beaucoup de questions sur la prise en fait, parce qu'on ne peut pas remonter très haut, sinon là les pointes nous rentrent dans la main. Et comme c'est relativement fin et qu'il y a quand même pas mal de poids, à mon avis, il va falloir voir la répartition du poids. Mais voilà, à tester. Et donc, les batarangs, ou les couteaux d'ailleurs, puisque je suis aussi en train de mettre au point vraiment mes propres couteaux, quand je les fais, je les découpe dans des plaques d'acier de coutellerie comme ça. Donc ça, c'est du XC75. Mais là, c'est les tailles les plus larges que je peux commander sur le net. Donc c'est du 10 cm en fait. Et donc, je sais plus si je l'ai dit, mais 4 mm d'épaisseur. Je perds la tête, ça je trouve que je l'ai dit il y a 2 secondes, mais je ne me rappelle plus. Et donc, 10 cm, c'est trop petit pour le batarang qui va dépasser. Donc, autre solution, on va utiliser ce que vous avez souvent vu dans mes montages vidéo, les grosses scies circulaires. Je les récupère justement pour ça, parce que des fois on a besoin de découper des trucs. Et j'en ai une normalement qui fait dans les 3 mm et demi d'épaisseur. C'est un petit peu short, j'aurais préféré plus épais, mais ça ira pour tester les caractéristiques de ce batarang. Donc direction les scies. Alors nous y voilà. Donc j'en ai des très grandes hein, en diamètre, mais c'est pas les plus larges. Normalement la plus épaisse, c'est celle-là. Ouais. Donc, hop. Alors voilà la bête. Hop. Donc première partie c'est ok. Maintenant la difficulté arrive parce qu'en fait ça va être très compliqué à la meuleuse d'aller chercher tous ces angles. Je risque de galérer, je risque de devoir utiliser des limes à des moments. Ça va à mon avis, voilà, il va y avoir du boulot.
Bon, travail à la lime fini, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Maintenant, je vais repasser sur la ponceuse stationnaire qui me sert de bac 100. Et puis, il va falloir faire les moutures. Je vais mettre un dernier petit coup sur la courbe pour que ce soit bien net. Et puis après, je vais passer à les moutures, qui est un passage quand même un peu délicat. Donc, je vais y aller progressivement. Donc on va s'arrêter là pour la finition, c'est déjà pas mal. J'aurais pu aller plus loin au niveau de la surface et le passer à la ponceuse stationnaire, mais j'aurais retiré de la matière. Et je suis déjà très short niveau épaisseur, puisqu'on est à 3 mm et demi, et pour bien faire, il faudrait être à 5-6 mm, parce que ça a vraiment une importance sur la prise. Hein. Là c'est assez dur d'avoir de la sensation, parce qu'il est un petit peu fin. Maintenant, avant de le lancer, quand même quelques points sur ses caractéristiques. En fait, les batarangs que j'ai lancés précédemment fonctionnaient comme des couteaux, c'est-à-dire qu'il y avait des rotations et des demi-rotations. Là, c'est différent, ça fait partie des batarangs qui fonctionnent comme un shuriken, c'est-à-dire qu'on le lance et c'est censé se planter quoi qu'il arrive. Et c'est justement ce qu'on va vérifier maintenant. Eh ben ça rentre bien. Alors là c'est le problème. J'avais un chiffon. C'est que pour l'enlever par contre c'est hyper dangereux. Parce qu'il y a des pointes partout et ça rentre fort en plus. Hop là. 2 mètres de plus, environ 7 mètres. Impeccable. Ah. Oh là là. Comme il y a plusieurs pointes qui rentrent, pour le sortir, puis alors si on veut s'appuyer là, ça pique. Là c'est pareil, en plus il y a la pointe au-dessus. Donc il n'y a vraiment que là. Et si ça vient. On va reculer encore. Tac. 8 mètres, 9 mètres, pas vraiment important. Bon bah il tient ses promesses, quelle que soit la façon dont il arrive. Là, il faut quand même se rendre compte qu'il y a 3 pointes qui sont rentrées là. Mais ouais, quelle que soit la façon dont il arrive, s'il arrive bien, en plus ce sont des planches, donc il faut qu'il arrive bien dans le sens du tranchant, et ça rentre. Là, c'est là qu'on voit à quel point c'est dangereux, c'est-à-dire que si je suis là et que je force, et qu'à un moment, il vient, et du coup ça bascule, et ça je me le prends dans les doigts, c'est terrible. Parce que là c'est vraiment très piquant, et encore j'ai moussé. Voilà, vous voyez là. Après ma main vient buter, lui il continue de tourner, et puis ça fait pique. Bon, de retour dans la forge pour conclure sur le batarang. Alors, il faut savoir que le dessin d'origine que j'avais fait, les ailes étaient un peu plus grandes, elles descendaient un peu plus bas. Et quand j'ai redessiné le batarang pour le découper et faire ce prototype, j'ai un peu merdé sur le dessin et du coup les ailes étaient plus petites. Et heureusement, parce qu'en fait il fallait qu'elles soient plus petites. De même, quand j'ai découpé, j'ai volontairement laissé la pointe un peu plus longue parce que je m'attendais à ce que j'en ai besoin justement. Et là aussi j'ai bien fait. Et donc c'est tout l'intérêt de faire des tests. C'est que ça permet de vérifier tout ça.
Là, dans ces proportions-là, j'ai vraiment quelque chose de pas mal. Si le batarang est plus épais, on va vraiment avoir une bonne prise. Donc, au final, je vais pouvoir en faire des séries. Et surtout, comment dire, ça fonctionne bien, quoi. C'est ça, en fait, je voulais vérifier, ça fonctionne super bien. Comme vous avez pu le voir, c'est par contre le problème, c'est si on voulait faire des entraînements répétés et prolongés, c'est que c'est hyper dangereux à sortir, quoi. C'est pas franchement pratique pour s'entraîner tous les jours, quoi. Mais ça fonctionne très bien. Voilà, bon, vous aurez des nouvelles de ce batarang, puisque maintenant il va être produit en série. Alors ça va prendre quelques semaines, hein, en série. Donc quand je dis en série, c'est que ça va être du sortie d'usine, hein, ça va être du sortie d'usine, découpé proprement, parce que moi, si je les fais moi-même et que je veux les faire nickel, ça va me prendre un temps fou. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.